Hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was... Hardest player to guard, Hardest player I've ever had to guard? That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, he could score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7'1", and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually the great players on other teams, I let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis. Anthony Davis. You can't really take anything away from him. He's a big with so many skills, and he's one of the best that's doing it. Probably, I say James Harden. James Harden, just because he's so shifty. The minute you stop him, you got to counter him. You can feel like you're playing the best defense ever. He'll still make a tough shot in your face. The hardest player I ever had to guard is probably LaMarcus Aldridge. I had some really good battles with LaMarcus Aldridge. Last year, I think LaMarcus Aldridge really outplayed me. A great post-up player, great offensive player, and he's a tough matchup. The hardest player I've ever had to guard was Brandon Roy. Early in my career, it was definitely Brandon Roy. Blast from the past, Brandon Roy, he was tough. Complete player, can shoot threes, can drive to the basket. He was strong, quick. Fortunately, he retired due to injury. The hardest player that I've had to guard would be Steve Nash. Steve Nash. I was an 18-year-old kid thrown into a game against the would-become MVP, and he just had his way with me. Hardest player ever had to guard. When I started, it was Iverson. Iverson behind his back, yes! His crossover was insane. He was one of the most complete players. He was so fast, so good with the ball. He was just amazing, and he was probably one of the hardest guards I've ever had to guard. Nowadays, Curry just never stays still, always moving, always trying to shoot. Steph Curry before KD got there, and Russell Westbrook after KD left, because I think their usage rates were so high, and they're such talented basketball players. Russell Westbrook, he's all gas, no brakes. He's going 100 miles per hour at all times. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Back to LeBron.
got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going, throws it down even harder. Jared Allen. Time, Kenny Atkinson. We know you're going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Famille du basketball. Merci les amis. Merci d'être connectés. Vous êtes bien en direct live sur le parquet de la radio avec Oncle Phil Basket pour ce FM NBA. Cette avant-émission, c'était avant Game 2. Hein, vous savez, nous sommes dans les finales dans ce sens de finale NBA. Le Raptors de Toronto face aux Warriors de Golden State. Le Game 2 qui va démarrer d'ici 1h du matin. D'ici 1h du matin, c'est d'ici quelques heures. Et avant d'enchaîner avec le match, avec ce match que nous attendons tous, on va bien entendu faire le point sur le programme de ce soir. Et on commencera avec... on commencera avec un dossier intéressant qui dit que les médias partagent sur les réseaux, à savoir cette possibilité qu'auraient les Warriors de craindre les Raptors. Et on vous pose la question dans cette émission, est-ce que les Warriors doivent craindre les Raptors? On va attaquer ce dossier-là en partageant les analyses des médias de la place. On va partager ça ensemble. Est-ce que les Warriors doivent craindre les Raptors de Toronto? Et ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, on enchaînera avec les news, des news et encore des news. C'est comme ça que ça se passe sur le parquet de la radio. Restez bien connectés. Maybe play of the week, maybe play of the month. You know what? Jazz Nation will dream about this shot. Look at the explosiveness with the left hand to right and extends and puts it home. Everybody on their feet. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nous commençons par l'ouverture de ce dossier. On vous pose la question, est-ce que les Warriors de Golden State doivent craindre les Raptors de Toronto? Cette armada de joueurs durs au mal, prêts à se jeter comme des morts de faim vers ce titre de champion NBA. Ils ont bien démarré avec ce Game 1 en surprenant véritablement les Warriors de Golden State avec un énormissime Pascal Siakam qui aurait parié sur la performance du Camerounais de Natif Douala dans ce Game 1. En tout cas, peut-être Kawhi Leonard qui lui est bien au fait des stratégies mises en place par les Raptors de Toronto, par son équipe donc, et qui lui n'est certainement pas innocent au fait d'avoir laissé son coéquipier s'exprimer dans toute sa longueur durant ce Game 1. On ne reviendra pas bien entendu là-dessus. Et c'est vrai que les médias se posent la question de savoir est-ce que ce n'est pas les Warriors qui doivent craindre les Raptors de Toronto. Les Raptors ont démontré qu'ils ont cette capacité de répondre coup pour coup à cette équipe des Warriors pendant ce Game 1. On le sait. Nous avons entendu les propos de Stephen Curry qui précisait que ce n'était que le Game 1 et qu'il y avait encore beaucoup d'autres matchs à jouer. Bien entendu, Draymond Green, lui aussi, a déclaré qu'il avait bien compris que Pascal Siakam était le joueur en face de lui, était l'adversaire sur lequel il doit... c'est un adversaire qui compte, on va dire ça comme ça, en plus de Kawhi Leonard. Draymond Green a précisé qu'il était averti de la situation et Klay Thompson lui aussi a déclaré dans les médias que pour lui ce n'était qu'un match et qu'il allait dans le même sens que Stephen Curry pour rappeler que ce n'était qu'un match et que c'était eux encore les champions en titre. Donc ces Warriors
qui sont sûrs de leurs armes, mais ils peuvent avoir aussi des certitudes qui peuvent s'effriter au fil de la série, surtout si les Raptors remportent ce Game 2. Ce Game 2, surtout si les Raptors remportent ce Game 2, les Warriors auront fort à faire pour défendre leur parquet dans le Game 3 du côté de Golden State. Alors, on va se poser la question et on va réagir en partageant avec vous les analyses des médias on va citer 2 médias francophones ce soir, 2 médias bien assis sur la scène du média basket NBA en particulier francophone. Il s'agit de Basket USA et de Basket Session qui ont diffusé des analyses sur comment est-ce que les Warriors de Golden State pourraient perturber cette équipe des Raptors dans ce Game 2. Les 2 médias sont allés dans cette direction, à savoir une analyse de Antoine Pimel et de Dimitri alors je vais pas écorcher son nom, il s'appelle Dimitri Kucharski. Voilà, Dimitri Kucharski. Bon, voilà, on va dire Dimitri, allez, pour éviter de l'énerver, on va dire Dimitri et Antoine Pimel, 2 analystes français, l'un du côté de Basket USA et de l'autre du côté de Basket Session. Allez, on commence par Dimitri Kucharski. Kucharsik, voilà, c'est Kucharsik, Dimitri Kucharsik, voilà. Je crois que j'y suis, Dimitri Kucharsik, c'est du côté de Basket USA. Alors on partage avec vous son analyse, l'analyse de Dimitri Kucharsik sur les Warriors de Golden State, comment est-ce qu'ils pourraient déjouer ces Raptors de Toronto. Alors il a rappelé que lors du Game 1, les Raptors avaient fait un gros travail pour contenir le pick and roll avec Stephen Curry, la première arme des Warriors, surtout en l'absence de Kevin Durant. L'idée fut de construire un véritable mur devant le meneur de Golden State en profitant du fait que Draymond Green et André Iguodala sont des shooters fiables. Les joueurs de Nick Nurse peuvent donc être très agressifs sur le pick and roll avec Marc Gasol en première ligne et les défenseurs placés sur André Iguodala et Draymond Green en aide. On le voit on l'a vu sur une action de ce match où Stephen Curry se retrouvait dans l'axe face à 3 Raptors et le double MVP tente pourtant sa passe habituelle vers l'intérieur qui roule au cercle, mais la forêt de bras l'empêche de le trouver. On attendait d'ailleurs particulièrement de voir comment les Raptors allaient défendre le pick and roll entre Stephen Curry et Draymond Green qui a tant fait souffrir les Rockets et les Blazers, on n'oublie pas de le rappeler. Alors, le premier point qu'il a abordé, Dimitri Kucharsik, c'est que les Warriors savent comment les Raptors défendent. Je répète, les Warriors savent comment les Raptors défendent. Il dit, sauf qu'en fait, on ne l'a quasiment pas vu du match. Les 2 compères ne l'ont quasiment jamais joué en première intention. Lorsque ce fut le cas, les Raptors étaient préparés sur cette action, sur une action de jeu, parce que là, dans l'article sur Basket USA, il présente une action de jeu. On voit aussi comment Fred VanVleet lâche totalement Sean Livingston pour bloquer le rôle de Draymond Green et précipiter son choix. Alors qu'en défenseur d'élite, Kawhi Leonard anticipe et peut gêner Sean Livingston qui reçoit le ballon. D'après Daniel Kawashima, les pick and roll de Stephen Curry n'ont apporté que 11 points aux Warriors sur 15 possessions, soit 0,73 points par possession. Quand on sait que le meneur marque 1,19 points par possession sur ces séquences, 128 points depuis le début des playoffs, seuls KD et Derek White étant plus efficaces, mais avec beaucoup moins de possession, on comprend le travail défensif de Toronto et son intérêt. Mais si les Warriors restent confiants, c'est parce qu'ils ont vu comment les Raptors réagissaient. Leurs arguments sur le fait qu'ils connaissaient mal Toronto a pu faire sourire, sauf que Golden State n'avait jamais vraiment affronté cette version de Toronto. Les 2 matchs de saison régulière étaient en trompe-l'œil, et si tout le monde sait comment l'équipe de Steve Kerr attaque, cette dernière ne savait pas comment celle de Nick Nurse allait défendre. En premier temps, on a vu Stephen Curry forcer des passes sur le mur des Raptors, ce qu'il n'a plus fait après la pause. Les Warriors ont en fait commencé à s'adapter à la mi-temps afin de contourner cette défense. Il évoque
des écrans plus hauts, des écrans en avant et des écrans et encore plus d'écrans. Et il a dit, la première solution fut de poser des écrans plus hauts pour le meneur afin d'obliger Marc Gasol et Serge Ibaka à monter très haut et ainsi permettre au double MVP d'attaquer grâce à sa vitesse. C'est comme ça qu'il a pu provoquer tant de fautes et on peut s'attendre à ce que Golden State le fasse dès le début du Game 2 ce soir. Les autres pistes ont pour but de perturber la pression de l'intérieur ou de l'aide. Les Warriors peuvent ainsi poser un écran sur Marc Gasol ou Serge Ibaka avant le pick and roll, ce qui devrait mettre l'intérieur en retard et le placer dans une solution délicate. Les autres pistes sont des écrans redoublés qui changent de sens afin de piéger les pressions agressives de l'Espagnol ou du Congolais et ainsi ouvrir des couloirs de pénétration pour Stephen Curry. Mais la solution la plus intéressante est sans doute Draymond Green et André Iguodala de couper vers le cercle ou de poser des écrans pour Klay Thompson au moment où Stephen Curry joue son pick and roll avec Jordan Bell ou Kevin Looney. Les Raptors veulent qu'ils restent statiques à 3 points ou ils ne sont pas une menace sérieuse. Il rappelle qu'on verra donc cette nuit si les Warriors ont trouvé des solutions ou si les Raptors parviennent également à les contenir en attendant le retour de Kevin Durant sur le parquet. Donc voilà un peu pour l'analyse de Dimitri. Je répète son nom, j'ai un peu de mal avec son nom, Kucharsik. Donc voilà, il parle notamment de cette connaissance, de cette défense des Raptors qui est beaucoup plus qui est mieux appréciée par les Warriors, surtout vers la fin de ce Game 1, même si ce sont les Raptors qui l'ont remporté. Il précise que les Warriors se sont adaptés au courant du Game 1 concernant la défense des Raptors. Et il précise aussi que l'un des éléments qui perturbe la défense des Raptors, c'est bien entendu l'utilisation, la surabondance d'utilisation des écrans sur le parquet. Lorsque les Warriors multiplient les systèmes à base d'écran, ça perturbe assez la défense des Raptors de Toronto et ça permet de libérer un peu plus de joueurs capables de mettre les paniers. Et il a pris pour exemple quelques séquences de jeu dans le Game 1. Alors, est-ce que les Warriors attaqueront ce Game 2 avec des écrans, toujours plus d'écrans pour pousser les intérieurs à sortir de leur zone de confort afin de permettre aux extérieurs, aux attaquants, aux meneurs de pénétrer et de déjouer leurs attaquants grâce à leur vitesse, leurs défenseurs grâce à leur vitesse, pardon. On aura l'occasion de le voir. Donc en tout cas, voilà un peu pour ce que l'on peut dire de Dimitri du côté de Basket USA. Passons maintenant à l'analyse de Antoine Pimmel, c'est du côté de Basket Station concernant les Warriors. Quels sont les 3 éléments qui peuvent permettre aux Warriors de faire déjouer la défense des Raptors de Toronto? La première, il dit les Warriors doivent jouer beaucoup plus vite. Il ajoute, depuis leur ascension au sommet de la NBA, les Warriors ont quasiment systématiquement été présentés comme une attaque flamboyante. Et c'est effectivement le cas. Ce n'est pas leur seule force, mais il est évident qu'une armada qui possède autant de talent offensif a tout autant d'un mutant capable de marquer des tonnes et des tonnes de points. Même sans Kevin Durant, il leur reste 2 excellentes options avec Stephen Curry et Klay Thompson pour faire la différence. Mais les Raptors ont une excellente défense. Il rappelle que c'est la 5e défense la plus efficace de la NBA. Ils l'ont démontré lors du Game 1. Le schéma tactique était parfait, ou presque. Les joueurs de la franchise canadienne ont limité Stephen Curry à 18 tirs, alors qu'il en prenait 23 en moyenne depuis la blessure de Kevin Durant. Et même 14 tirs à 3 points tentés lors des 5 victoires à la suite de son équipe contre seulement 9 face aux Raptors en ouverture des finales NBA. Il a dit, les Raptors l'ont privé de son arme principale en multipliant les prises à 2 sur pick and roll. Sur chaque pick and roll, l'exécution était intelligente et agressive. Fred VanVleet et Marc Gasol notamment se sont rués rapidement sur le meneur des Warriors sur chaque écran pour le forcer à lâcher le ballon. Conséquence, l'équipe des Warriors qui marquait 1,13 points par possession sur pick and roll, la meilleure des playoffs dans cette configuration, a été limitée à 0,81 points. Là où ce système basique joué avec Stephen Curry avait rapporté 50 points lors du Game 4 contre les Blazers, il n'en a rapporté que 14 lors du Game 1. De quoi frustrer Stephen Curry. Il a tout de même fini avec 34 points, mais en allant au cercle. Les Raptors peuvent vivre avec parce que deux
2 valent moins que 3 et parce que l'effet psychologique des paniers lointains de Stephen Curry ne sont pas à négliger. La défense de Toronto a parfaitement contré le flou des doubles champions en titre. Cette formation sans Kevin Durant a besoin d'un excellent Stephen Curry pour gagner et ce dernier n'a pas su se mettre dans les conditions pour claquer un carton monumental qui était donc nécessaire. En fait, c'est typiquement une configuration où les Californiens seraient reposés sur Kevin Durant. Un match disputé sur demi-terrain avec moins d'espace et donc moins de tirs ouverts. Mais ce dernier ne reviendra pas avant le Game 3 ou Game 4. Maintenant que le constat est fait, quelles sont les solutions ? Steve Kerr peut éventuellement demander à ses joueurs de mettre encore plus de rythme, de pousser le tempo un maximum après chaque rebond défensif, histoire d'attaquer la défense adverse quand elle n'est pas encore en place. Les Warriors auront ainsi pris plus de tirs ouverts en début de possession. Jouer de la sorte pendant une majeure partie du match peut fatiguer les organismes et il faudra tourner. Le coach n'a pas osé jouer small ball sur ce premier match. Il est vrai qu'il est plus difficile de le faire en l'absence de Kevin Durant, mais il peut essayer d'ajouter Sean Livingston ou Alfonso McKinney au quatuor composé de Stephen Curry, Klay Thompson, André Iguodala et Draymond Green. Ok, il dit ce serait prendre le risque de voir Toronto se tourner vers Marc Gasol au poste bas. L'Espagnol a été impérial sur le Game 1, mais c'était son seul match sous les couleurs des Raptors. Avant ça, il a rarement été tranchant, surtout qu'il évolue souvent au large. Là, ça le pousserait à aller marquer des points en dessous. En jouant small ball, donc plus vite sur 5 ou 6 minutes, les Warriors peuvent essayer de faire éclater la défense de Toronto, au moins pour creuser un écart avec 1 ou 2 runs. Cela peut aussi aider Stephen Curry et Klay Thompson à se mettre dans le rythme. Et donc en confiance, il n'y a rien de pire que les splash brothers en pleine possession de leurs moyens. Le deuxième élément, il dit les autres joueurs des Warriors doivent mettre leur tir. Donc il ne s'agit pas seulement de jouer plus vite, il faut aussi pouvoir scorer. Il faut aussi que les autres joueurs puissent scorer. Il dit ce n'est pas vraiment un ajustement. Les gars doivent marquer des paniers pour gagner un match de basket. C'est vrai que c'est vite dit. Maintenant, stop à l'autodérision et l'autoflagellation et place à un constat un peu plus intéressant. Les Warriors ont 2 des meilleurs tireurs de l'histoire, 3 en comptant Kevin Durant, mais leur effectif manque paradoxalement de shooters. Cela peut sembler absurde, mais jetez un coup d'œil au roster et vous verrez ce qui se passe. Derrière Stephen Curry et Klay Thompson, il n'y a personne pour planter avec régularité. Et eux deux, ils ont mis 7 des 12 paniers privés de leur équipe lors du Game 1. Ils étaient à 7 sur 15 en cumulé et les autres joueurs pointaient à 5 sur 16. Avec 0 sur 4 pour André Iguodala et 0 sur 2 pour Draymond Green. Les Raptors vont vite faire leur choix. Ils vont resserrer la pression sur les 2 arrières All-Stars, quitte à continuellement laisser ouvert tous les autres membres des Warriors. C'est à eux de punir. Iguodala n'a jamais été un spécialiste du tir à 3 points, mais plus il prend de l'âge, moins il met de paniers. Draymond Green donne l'impression de shooter en ayant un sac sur le dos. Jerebko et McKinney peuvent en marquer 2 ou 3, mais ils ne sont pas des snipers non plus. Tous ces gars-là ont une forte responsabilité à assumer lors du Game 2. Les Warriors veulent se reposer sur la force du nombre. Curry et Thompson en ont besoin d'un soutien. Draymond Green à 15 points, de 2 tirs primés d'Iguodala, d'un remplaçant à plus de 10 points. Ça leur permettra des espaces tout en augmentant le volume offensif de l'équipe. Et il précise en troisième option, plus d'agressivité et plus de sérieux dans la défense des Warriors de Golden State. Il dit, ça devrait être la mentalité pour chaque match, mais c'est une utopie. Là par contre, les Warriors vont vraiment devoir se boucher. Ils ont bien défendu sur Kawhi lors du premier match. Leur défense les a maintenus dans le match, mais il y a quelques aspects où ils peuvent évidemment faire mieux, notamment le repli défensif. Toronto est l'équipe la plus efficace de la ligue en contre-attaque. Malgré ça, les Warriors ont laissé leurs adversaires gambader de l'autre côté du panier. Limiter les contre-attaques devrait déjà aider à contenir Pascal Siakam, auteur de 32 points lors du Game 1. Le Camerounais excelle en transition. Ralentir le jeu, c'est laisser Kawhi Leonard manœuvrer en 1 contre 1 et l'ailier a l'air diminué par une blessure. Les Warriors doivent aussi se montrer un peu plus durs sur l'homme, histoire de perturber le jeu des Raptors. En étant trop passifs et donc pas assez agressifs, ils ont laissé Toronto faire circuler la balle d'un coin à l'autre du parquet. C'est ainsi que Danny Green et ses coéquipiers ont obtenu de nombreux tirs ouverts à 3 points. Les Warriors ne peuvent pas se le permettre sur un match décisif comme celui de ce soir.
Donc voilà un peu pour l'analyse de Antoine Pimel. Donc je résume un peu les 3 éléments dont il parle. Il parle donc de plus d'agressivité et de sérieux en défense. Il rappelle que les autres joueurs, les remplaçants des Warriors doivent mettre leur tir. Et notamment, il parle du fait que les Warriors doivent jouer beaucoup plus vite. Alors, si je dois donner mon analyse personnelle par rapport à ces éléments, j'avais déjà évoqué certains éléments concernant les solutions sur lesquelles pourraient plancher les Warriors de Golden State. Et selon moi, pour compléter un petit peu ce que dit Antoine Pimel, j'avais précisé qu'il était important de maîtriser les joueurs clés de cette équipe des Raptors de Toronto, à savoir le meilleur joueur du banc qui s'appelle Fred VanVleet. Fred VanVleet qui est sorti du match avec plus de 15 points. Il était au moins à 15 points sur ce game 1. Marc Gasol aussi, sur qui il faut maîtriser, mais aussi, on n'oublie pas Pascal Siakam, le Camerounais, qui lui aussi est là pour démontrer à ses adversaires qu'il compte. Il est là, il est là, je veux dire, le joueur est là et il fait partie de ceux qui comptent. Encore 31 points sur le game 1. Donc voilà un peu pour ce que l'on peut dire par rapport à ces 3 joueurs. On n'oublie pas bien entendu Kawhi Leonard. Kawhi Leonard est le joueur sur lequel il ne faudra pas faiblir. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'aide des Raptors de Toronto, ce sont les 3 joueurs principaux qu'il va falloir surveiller. Au-delà de cela, je pense que l'analyse d'Antoine Pimel a cela de particulier qu'on peut pointer du doigt le fait que lorsqu'il indique que les remplaçants des Warriors doivent être beaucoup plus présents, je suis assez d'accord avec lui, surtout, alors je vais citer moi un certain Draymond Green. On attend beaucoup plus de la part de Draymond Green. Draymond Green qui a été averti de la capacité de Pascal Siakam d'être très perturbant. Donc maintenant, il est averti, il n'a plus le droit à l'erreur dans ce Game 2. Et si Pascal Siakam domine Draymond Green comme il l'a fait dans le Game 1, cela voudrait dire que Draymond Green est vraiment dépassé. On a vu un Draymond Green qui marchait carrément sur l'eau avec des triples-doubles, avec des statistiques en veux-tu, en voilà, qui sont encore dans les registres de l'histoire de l'NBA. On a vu un Draymond Green vraiment excellentissime sur ces playoffs depuis le début. Et depuis ce Game 1 avec les Raptors, il sent vraiment qu'il va falloir prendre les choses un peu plus au sérieux. Donc, j'ai l'impression qu'un Draymond Green devrait relever la tête. Mais je ne pense pas que Steve Kerr mettra des options pour permettre aux remplaçants de scorer un peu plus, puisque nous sommes en finale NBA. Et généralement, dans des situations comme ça, il préfère focaliser sur les meilleurs scoreurs de son équipe. C'est assez rare de voir des remplaçants vraiment prendre le lead c'est assez rare de voir des remplaçants généralement faire le taf des titulaires, on va dire ça comme ça. Bon, ce n'est pas ce qu'Antoine Pimel précise, mais j'ai un peu de doute quant à cette possibilité de voir des remplaçants du côté des Warriors battre le pavé sur cette finale. Il parle de plus d'agressivité et de sérieux en défense, je suis d'accord avec lui. Il faut un Draymond Green beaucoup plus... puisque le chef de la défense, le capitaine de la défense, c'est lui. C'est Draymond Green. Il s'est autoproclamé comme le meilleur défenseur de l'histoire de l'NBA. Il va falloir qu'il prouve une fois de plus qu'il a les cojones pour diriger cette défense des Warriors. Donc une fois de plus, il va falloir compter sur Draymond Green, selon moi, pour driver cette défense. Quant au premier point, il dit les Warriors doivent jouer beaucoup plus vite. Alors moi j'ai un petit peu de doute. Il faut savoir que les Warriors n'ont plus la fraîcheur de la saison régulière. Ils n'ont plus la fraîcheur qu'ils pouvaient avoir lors du premier tour des playoffs. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils gambadent comme des jeunes de 20 ans. Ça va être assez compliqué, surtout que les Raptors vont mettre sur eux une pression de tous les diables. Donc j'ai un peu de mal de voir ces Warriors se gambader assez vite. Par contre, je les vois bien maximiser un jeu d'attaque à travers une multitude d'écrans, comme l'a dit Dimitri Kucharczyk, puisqu'il précise en utilisant les écrans un peu plus haut pour permettre aux intérieurs de sortir, mettre des écrans avant des écrans pour perturber vraiment cette défense.
et ce qui permet à Stephen Curry, lorsqu'il joue en pick and roll, ou encore avec Jordan Bell ou Kevin Looney, d'être beaucoup plus, je vais pas dire performant, mais d'être beaucoup plus inquiétant, on va dire ça comme ça. Et les Warriors préfèrent avoir des Raptors statiques à 3 points, c'est beaucoup plus facile pour eux de défendre les options comme ça plutôt que de courir après des écrans. Donc voilà un peu ce qu'on attend pour ce Game 2, mais aussi pour l'ensemble de ces finales NBA. On aura l'occasion de se rendre compte du travail réalisé après ce match. On reviendra bien entendu sur l'analyse du résultat lors des prochaines émissions. On attaque avec les news. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pour parler du frère de Tobias Harris. Oui, mesdames et messieurs, Tobias Harris a bien un frère qui va se présenter à la draft NBA. Il s'appelle Terry Harris. Il va s'entraîner avec les Sixers. C'est Kate Pompey qui donne l'info. Terry Harris, l'un des frères de Tobias Harris, participera à la séance d'entraînement préliminaire des Sixers. Ce sera lundi. On rappelle qu'il a travaillé avec les Suns aujourd'hui. Et puis voilà, donc voilà un peu ce que Kate Pompey voulait préciser avec l'arrivée de Terry Harris. Terry Harris qui va donc s'entraîner avec les Sixers, ce sera lundi. Du Jazz d'Utah, et selon Ricky Rubio, c'est certainement terminé cette relation entre Ricky Rubio et le Jazz d'Utah qui tire vers sa fin. Le joueur a déclaré au micro de Ernest Macia, il a dit: le Jazz d'Utah m'a déjà fait savoir que je ne suis pas une priorité pour eux. Donc c'est assez triste, hein. Bon, de toute façon on sentait cette relation tirer vers sa fin. On va enchaîner avec avec l'expert, avec le journaliste Tony Jones qui parle de l'intérêt du Jazz pour un autre espagnol. Il s'appelle Eric Paschal pour la draft NBA. C'est un joueur de l'équipe de Villanova. Il travaillera avec le Jazz d'Utah mardi, donc annoncé Athletic. On rappelle que Eric Paschal est un choix de premier tour prévu. Il a remporté le titre national de sa saison junior à Nova et c'est un ancien coéquipier de l'AUA, de l'arrière de la star Donovan Mitchell. Donc voilà un peu pour ce joueur, Eric Paschal, qui retient l'intérêt du Jazz d'Utah.
Et je l'ai dit, ils ont l'intention de se séparer de Ricky Rubio. Des news. On va aller du côté des Warriors de Golden State pour partager avec vous les déclarations de DeMarcus Cousins. Il a dit, DeMarcus Cousins qui revient pour ses finales NBA, il a dit: j'ai fait preuve de ténacité mentale au cours de ces 3 dernières années. Cela n'a pas été facile pour moi. Pour une raison quelconque, tout ce qui s'est passé au cours de ces 3 dernières années vient juste de passer sous le tapis pour moi. C'est comme ça que je suis maintenant. Il a dit, concernant le basket, j'adore véritablement ce sport et je suis très têtu. Je veux dire, c'est évident que je suis têtu. Je ne suis pas un lâcheur, j'ai été un combattant toute ma vie, je me suis battu dans les situations les plus difficiles, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu des crimes, j'ai vu le pire du pire et j'ai toujours trouvé une solution. M'asseoir ici avec les Warriors et être mis en doute par certaines personnes sur ce sport, ça ne va pas m'arrêter. J'ai une conduite en moi qui est incomparable, a poursuivi Cousins. Il a dit: je peux faire tout ce que je pense et j'ai toujours ressenti cela et toujours je vais continuer à le faire. Alors vous comprenez que lorsque DeMarcus Cousins s'exprime ainsi, c'est tout simplement parce qu'il a vraiment l'impression que la planète basket doute du retour de DeMarcus Cousins au meilleur niveau. Et quoi de mieux que de démontrer le contraire pendant ces finales NBA. On a hâte de voir ce que ça va donner lorsqu'il sera sur le parquet face aux Raptors. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors, on enchaîne avec la suite de cette émission. Nous sommes dans les news. On reste du côté des Warriors pour rappeler l'état de Kevin Durant. C'est Monte Paul qui nous le rappelle. Le statut de Kevin Durant reste inchangé. Il est concevable qu'il puisse s'entraîner dès mardi. Le troisième match est prévu donc mercredi. Il pourrait s'entraîner mardi. Et Steve Kerr a répondu au micro de Nick Friedel. Il a dit: KD pourrait n'avoir qu'un seul entraînement pour disputer un match. Il a dit c'est faisable, mais encore une fois, c'est vraiment une affaire de jour en jour. Si nous avions une boule de cristal, nous aurions su il y a longtemps que nous avions affaire à quoi nous aurions affaire. C'est juste une blessure. Il y a beaucoup de zones, des zones incertaines. Alors moi, cette histoire, j'en avais déjà parlé. Moi, j'avais dit, je doute même de voir Kevin Durant sur le parquet pendant ces finales NBA. Et je continue à en douter puisqu'il n'y a aucune précision quant à la possibilité de son retour. C'est vrai que les experts parlent d'un possible retour pour le Game 4. Mais d'après ce que je lis sur les réseaux et lorsque l'on suit les experts, il n'y a rien qui précise que Kevin Durant pourrait jouer. Il n'a même pas l'autorisation de s'entraîner. Il n'a même pas l'autorisation de s'entraîner ou de marcher sur le parquet. Montepool, Nick Friedel qui précise qu'il pourrait avoir un entraînement avant de jouer. Et j'ai beaucoup du mal à voir un Kevin Durant vraiment en tout cas au top de sa forme après s'être entraîné une seule fois pour revenir et tout dégommer, on va dire ça comme ça. En tout cas s'il revient, il ne sera certainement pas à 100%, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, moi personnellement je doute du retour de KD. L'avenir va se charger de me faire mentir. En tout cas, on va attendre et on va voir ce que ça va donner.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jordan, Kobe, LeBron, KD, all these guys did it every single day. You cannot take days off every single day. Is it hard? Yeah, it's hard. If you cannot tie your shoe laces or show up on the court on time or give effort every single day in practice, what expects you to think that you're going to do that in the game? You cannot be consistent in the game if you're not consistent in what you do on a daily basis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.